Dans la chirurgie de l'ovaire, la cœlioscopie et la cœliochirurgie étant pratiquées tous les jours, c'est par une vue pelvienne, crâniale, que je commencerai le rappel des rapports anatomiques de cette glande. Sur une vue crâniale, donc, dont voici la face ventrale, les deux os iliaques délimitent de chaque côté le détroit supérieur, qui est fermé en arrière par le sacrum. Ces os iliaques présentent les tubérosités sciatiques, les épines sciatiques, et le sacrum, vers le bas, se prolonge par le coccyx. Le sacrum présente sur sa tranche de section vers l'arrière la mise en place des racines de la queue de cheval, des racines sacrées. Les foramènes obturés vont se dégager de chaque côté les muscles obturateurs internes qui sortent par la petite échancrure sciatique, et du sacrum se dégage le muscle pyramidal, le muscle piriforme du petit bassin qui sort par la grande échancrure sciatique. Le plancher pelvien est bien sûr constitué par le muscle releveur de l'anus, que je figurerai uniquement esquissé d'un côté, et la loge antérieure est maintenant occupée par la vessie prolongée vers l'avant par l'ouraque, la vessie sur la face crâniale de laquelle, en antéflexion et en légère latéroversion droite, se situe l'utérus, dont le col, après l'isthme utérin, est maintenant emmanché dans l'étui vaginal, dont le cul-de-sac postérieur remonte beaucoup plus haut que les autres. Enfin, la loge la plus dorsale est occupée par l'ampoule rectale, dont voici la tranche de section et le prolongement vers le bas par le canal anal. Les vaisseaux iliaques sont à gauche constitués par le tronc de l'artère iliaque primitive gauche, qui va secondairement se diviser en artère hypogastrique et en artère iliaque externe, alors qu'à droite, la division a été plus précoce et on trouve déjà séparés les deux vaisseaux iliaques externes et iliaques internes. Ces vaisseaux, pour l'iliaque interne, abandonnent de chaque côté l'artère sacrée latérale, l'artère sacrée moyenne qui représente la terminale de l'aorte étant sur la ligne médiane, présente accessoirement et de façon inconstante l'artère rectale moyenne, présente ensuite les artères pariétales que sont l'artère obturatrice et l'artère ombilico-vésicale qui vient là aussi de chaque côté, que j'esquisse à peine de l'autre côté, et présente maintenant un rapport important avec l'urtère. L'urtère lombale à gauche va avec la flexura marginalis de Schwalbe ici surcroiser l'artère iliaque primitive gauche avant que de plonger dans le petit bassin, alors qu'à droite l'urtère va surcroiser et l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne précocement divisée. Après cette inflexion pelvienne, l'urtère va alors gagner la face postérieure et latérale de la vessie en cheminant à 1,5 cm du bord latéral du cul-de-sac latéro-vaginal, et l'urtère va représenter un rapport important pour la localisation des fossettes ovariennes. L'utérus, dans sa partie corporéale, à l'angle, va montrer maintenant la trompe. L'organe tubaire avec sa portion isthmique, l'isthme de Barkov avec sa portion dilatée, l'ampoule de Henle, et les franges ovariques avec l'ostium abdominale, franges ovariques dont la frange ovarique inférieure de Richard
va venir au contact, comme une schistérate de pelote basque, de l'ovaire. L'ovaire, sur le côté droit, est ici représenté chez une nulle ligeste, dans la fossette pré-urétérique de Krauss, et l'ovaire va être rattaché à la corde utérine par le ligament propre de l'ovaire, par le ligament utéro-ovarien, l'ancien gubernaculum gonadique qui, après s'être réfléchi sur la corde utérine, se prolonge vers l'orifice profond du canal inguinal. L'ovaire va être rattaché à la trompe par le petit ligament tubo-ovarien et l'ovaire va être rattaché maintenant à la région lombale par le ligament lombo-ovarien, le gubernaculum gonadique, le rail de glissement sur lequel l'ovaire a effectué sa migration et dans lequel on trouve accessoirement des ovaires complémentaires. Ce ligament lombo-ovarien, ligament suspenseur de l'ovaire, nous allons le retrouver du côté gauche en montrant ici la disposition chez une multigeste, chez une multipare, avec toujours l'isthme de Barkov, avec l'ampoule de Henle, avec la frange du pavillon du morsus diaboli, et l'ovaire qui est maintenant passé dans la fossette rétro-urétérique qui a basculé dans la fossette de Claudius, comme cela se rencontre fréquemment chez la multigeste. L'ovaire est bien sûr à gauche, lui aussi rattaché par le ligament utéro-ovarien, par le ligament lombo-ovarien, par le ligament tubo-ovarien, et le ligament rond de l'utérus se dirige à gauche comme à droite vers l'orifice profond du canal inguinal. L'artère hypogastrique a abandonné alors au contact de l'urtère, effectuant sa crosse à 1,5 cm du bord latéral du cul-de-sac latéro-vaginal, l'artère utérine qui abandonne le rameau cervica-vaginal, l'artère hypogastrique a abandonné l'artère vaginale longue, artère qui saigne la rage dans les plaies du vagin, puis l'utérus va être vascularisé par l'artère utérine qui remonte sur la face latérale du corps utérin jusqu'à la corne utérine où elle va abandonner les différentes branches terminales destinées au ligament rond, destinées à la trompe et destinées à l'ovaire que nous allons voir dans un instant avec les éléments trophiques de l'ovaire. Ces éléments sont rappelés très rapidement du côté droit avec là encore l'artère utérine, la crosse de l'artère utérine et les éléments trophiques, tandis que dans le ligament lombo-ovarien, ligament qui est le véritable ligament qui amène à l'ovaire, compte tenu de son origine embryologique, tout son pédicule trophique, descend l'artère lombo-ovarienne. Je mettrai encore en place, pour terminer, ici de chaque côté, la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale sacrée, dont les branches vont maintenant rejoindre de chaque côté aussi les rameaux issus des racines sacrées S2, S3, S4 et accessoirement S5 qui constituent les nerfs érecteurs, et l'ensemble va venir maintenant se fusionner sur l'urtère qui est embroché par cette structure qu'est le plexus hypogastrique inférieur de Ovelac, dans lequel Lee et Frankenhauser ont décrit toute une série de plexus ganglionné accessoires, lame fenêtrée, qui fait 4 à 5 cm de long et qui est là, donc le rapport essentiel d'où vont partir les branches à destinée rectale, à destinée vaginale, à destinée utérine, à destinée vésicale, et nous allons le voir à destinée ovarienne. Bien sûr, ces éléments trophiques sont accompagnés par les éléments veineux que je ne montre pas pour ne pas compliquer le schéma, qui sont, eux, très souvent plexiformes et très richement anastomotiques. Eh bien, l'ovaire va présenter des pellicules trophiques que nous allons figurer sur une vue postérieure et latérale droite, en rappelant du côté crânial, ici, le fond de l'utérus, du côté latéral droit, la trompe, ici, qui a, avec sa portion isthmique, avec sa portion ampullaire, été relevée un peu afin de dégager les franges ovariques du morsus diaboli qui, bien souvent, sont recourbées et cachent le hile de l'ovaire, et ce, afin de montrer, ici, ce hile ovarien. 4 cm de long, 3 cm de large, 1 à
à 2 cm d'épaisseur, 6 à 7 grammes, ainsi se présente l'ovaire, avec une surface extérieure qui est légèrement rosâtre chez la femme en période d'activité génitale, qui va être en noyau de pêche, rempli de cicatrices, des stigmas des pontes ovulaires chez la femme ménopausique, et l'ovaire va être bien sûr rattaché ici par le ligament propre de l'ovaire, par le ligament utéro-ovarien à la corne utérine, ce ligament qui se prolonge vers l'avant par le ligament rond. L'ovaire va être rattaché à la trompe par le ligament tubo-ovarien, et l'ovaire va être rattaché à la région diaphragmatique par le ligament lombo-ovarien, par le ligament suspenseur de l'ovaire. Rappelons encore ici, sur le côté latéral de l'utérus, l'urétère avec la crosse de l'artère utérine au-dessus de l'urétère, puis le trajet de l'artère utérine qui vient se terminer ici, près de la corne de l'utérus. Les pédicules trophiques sont tout d'abord artériels. Ils sont au nombre de 2. Le premier pédicule est le pédicule d'origine embryologique, l'artère lombo-ovarienne, qui prend dans 50% des cas la majorité de la vascularisation ovarienne en charge. Cette artère est issue de l'aorte abdominale en regard de L2. Cette artère abandonne une artère tubaire externe qui va, empruntant le ligament tubo-ovarien, ici, gagner le tiers latéral de la trompe. Le deuxième pédicule artériel est issu de l'artère utérine. Il s'agit de l'artère ovarique interne qui arrive le long du ligament propre de l'ovaire, qui va bien souvent s'anastomoser à plein canal dans le hile de l'ovaire avec l'artère lombo-ovarienne, et qui, dans 5 à 10% des cas, comme Mocco et Rouvillois l'avaient bien montré, peut quelquefois prendre en charge seule la totalité de la trophicité utérine. Cette artère utérine a abandonné par ailleurs une artère tubaire interne qui, en dehors de la trophicité de la trompe, anastomosée qu'elle est elle aussi avec l'artère tubaire externe, présente bien souvent dans l'épaisseur du ligament large une anastomose verticale. Enfin, cette artère abandonne vers l'avant l'artère du ligament rond. Les éléments veineux sont satellites des éléments artériels. Ils se drainent plexiformes, les premiers vers le système cave, à droite directement dans la veine cave inférieure, en oblique, à gauche à angle droit dans la veine rénale gauche. Les deuxièmes pédicules trophiques veineux vont au contraire joindre maintenant la face latérale de l'utérus où se trouve le plexus pampiniforme, très richement anastomotique lui aussi. Les éléments lymphatiques vont eux aussi suivre les éléments artériels et veineux et après les ganglions hilaires vont premièrement métastaser dans la région de l'Oushka, dans la région rétro-duodéno-pancréatique lombale, ce qui explique la gravité des cancers de l'utérus et la difficulté du curage ganglionnaire dans de telles affections. Le deuxième drainage lymphatique va se faire dans le paramètre de Winslow, le long de l'urétère, va dans cette graisse se drainer vers les vaisseaux et les ganglions iliaques internes, mais accessoirement peut aussi se drainer vers le triangle de Scarpa par les anastomoses avec le système iliaque externe. Les éléments nerveux vont être tributaires de 2 plexus. Le premier qui est le plexus solaire, le plexus semi-lunaire, ici, qui va descendre en suivant le ligament propre, le ligament lombo-ovarien, et ces éléments ont des branches afférentes ortho et parasympathiques. Ces branches qui véhiculent la sensibilité de l'ovaire vont en particulier de TH8 à L2 expliquer les lombalgies que présentent certaines patientes lorsqu'il y a des formations tumorales pathologiques sur l'ovaire. Le deuxième plexus est bien sûr le plexus hypogastrique inférieur de Ovelac, les ganglions de Lie et Frankenhauser, par lesquels, en suivant le ligament propre de l'ovaire, arrivent maintenant les seconds éléments trophiques nerveux destinés à l'ovaire. Reste à figurer maintenant la disposition du péritoine, et je vais reprendre le schéma d'introduction pour figurer sur la moitié droite, comme nous l'avions esquissé tout à l'heure, la disposition de ce drapé péritonéal
qui va cacher tous les éléments, celui que l'on aperçoit en cœlioscopie et que nous allons reprendre très rapidement pour simuler les ailerons et les fossettes du ligament large. Le premier élément qui va soulever ici le péritoine, c'est le ligament rond avec l'aileron antérieur du ligament large, le péritoine pariétal recouvrant la vessie et déterminant sur la face latérale de la vessie, petit a, la fossette paravésicale de Waldeyer. Le second élément qui va soulever le péritoine pariétal, c'est maintenant la trompe. C'est ce que l'on va appeler le mésosalpinx, qui constitue l'aileron supérieur, l'aileron numéro 2 du ligament large, et qui délimite premièrement la fossette petit b, qui est la fossette antérieure et ventrale et supérieure de ce ligament large. Vers la partie latérale et postérieure, cet aileron supérieur va maintenant arriver au niveau du hile de l'ovaire et constituer ce que nous appellerons tout à l'heure le mésovarium. Le troisième ligament, le troisième aileron du ligament large, c'est celui qui est soulevé maintenant par le ligament propre de l'ovaire, tendu de la corne utérine, l'utérus étant bien sûr recouvert par ce péritoine pariétal, vers le hile de l'ovaire. Et cet aileron postérieur, va délimiter maintenant, petit c, une troisième fossette, qui est la fossette postérieure et supérieure du ligament large, alors que par rapport à la face latérale de l'utérus et de l'angle utéro-vaginal, voici petit d apparaître la fossette postérieure et inférieure de ce même ligament large. Là, vers l'arrière, nous voyons maintenant la fossette ovarique de Krause en situation pré-urétérique, comme nous l'avons dit tout à l'heure chez la Nudlipa, la fossette rétro-urétérique de Claudius étant en situation beaucoup plus pararectale. L'ovaire est donc directement visible en cœlioscopie, l'ovaire est directement accessible par la voie péritonéale. Et vers l'arrière, enfin maintenant, le cul-de-sac de Douglas, recto-vaginal, va être sur les faces latérales, soulevé par le passage de ce que McEnroe avait appelé le ligament cervical, ce que Delbey avait aussi appelé le ligament utéro-sacré, ce qui n'est en fait que le feutrage sous-péritonéal par le tissu cellulo-graisseux conjonctif du passage de tous ces éléments que nous avons montrés tout à l'heure, artère, plexus veineux, drainage lymphatique, éléments du plexus hypogastrique inférieur qui donne cette fameuse lame hypogastrique pubo-sacrée. L'ovaire va vers l'arrière, nous l'avons dit, voir le péritoine pariétal soulevé maintenant par le ligament suspenseur, le ligament lombo-ovarien, et petit e se trouve là sur le côté la fossette pararectale dans laquelle tout à l'heure nous avons dit l'ovaire chez la multipare va souvent basculer. Eh bien, pour bien représenter ces rapports, je vais mettre en place une première coupe sagittale légèrement oblique, grande AB, passant par l'ovaire droit. Sur cette coupe, nous allons retrouver du côté ventral la tranche de section du ligament rond. Voici la face ventrale et voilà la portion crâniale. À la partie crâniale, nous allons retrouver la tranche de section de la trompe utérine avec sa lumière. Puis, vers l'arrière, nous allons trouver la tranche de section de l'ovaire avec son bord postérieur aminci, son bord antérieur qui est épais, la zone hilaire, et le péritoine pariétal vient donc maintenant dessiner le drapé péritonéal du ligament large avec l'aileron antérieur, avec l'aileron supérieur, avec l'aileron postérieur et la réflexion à l'aplomb de la ligne de phare, comme on l'appelle encore, près du mésovarium de ce péritoine sur le hile de l'ovaire, le péritoine pariétal postérieur plongeant vers l'arrière. Nous pouvons ainsi retrouver, par analogie au schéma précédent petit a, la fossette paravésicale de Waldeyer. Nous pouvons trouver premièrement l'aileron antérieur du ligament large avec l'accompagnant son artère. Nous pouvons remettre en place maintenant petit b
la fossette antérieure et supérieure du ligament large avec petit 2, l'aileron supérieur du ligament large, constituant le mésosalpinx, dans l'épaisseur duquel se trouve l'organe de Rosenmüller, cet organe, ce reliquat embryonnaire qui donne lui aussi quelquefois des tumeurs dysembryonnaires avec l'artère tubaire, quelle qu'en soit son origine. Et puis nous allons pouvoir mettre en place ici en arrière petit c, toujours par analogie au schéma de tout à l'heure, la fossette postérieure et supérieure du ligament large, avec ici en arrière 3' en quelque sorte, le mésovarium qui constitue l'aileron postérieur du ligament large. Nous retrouvons l'ovaire ici qui est petit d dans la fossette postérieure et inférieure du ligament large, alors que vers l'arrière se trouverait petit e, la fossette pararectale. Il faudrait là y mentionner, juste pour mémoire, le passage de l'urétère, accompagné par l'artère utérine, et surtout y montrer ici le passage de l'artère obturatrice, accompagné par le nerf obturateur, qui explique aussi que dans les pathologies ovariennes, il y eut des douleurs qui irradient sur la face interne de la cuisse, dans le dermatome du nerf obturateur. Voici l'artère ovarique, bien sûr. Voici le paramètre de Winslow, rempli par le tissu cellulo-graisseux de l'épaisseur du ligament large, dans lequel se trouvent en particulier les éléments lymphatiques qui sont envahis dans toutes les pathologies tumorales, et puis bien sûr les éléments veineux. Cette coupe sagittale paramédiane, selon AB, va maintenant, pour terminer, être complétée par une coupe frontale CD qui passe par la partie antérieure, ici, coupe sur laquelle nous allons retrouver les parois avec l'os iliaque, avec à l'extérieur la cavité cotyloïde, l'aile iliaque, la tranche de section de l'os iliaque montrant maintenant vers le bas la branche ischio-pubienne avec le foramen obturé fermé par la membrane obturatrice. Nous allons de façon très rapide rappeler les éléments pariétaux, le muscle iliopsoas, le muscle obturateur interne, qui vont être recouverts par le fascia iliaca et l'aponévrose de l'obturateur interne. Nous pouvons y rappeler le trajet du nerf fémoral, celui du nerf cutané fémoral de la cuisse, et celui du nerf génitofémoral. Plus important pour les rapports ovariens, voici le trajet du nerf obturateur, accompagné par les vaisseaux, artères et veines satellites obturatrices. Voici en situation abdominale, au-dessus du détroit supérieur, l'artère iliaque externe avec la veine iliaque externe, satellite, et nous allons faire passer cette coupe par la région tout antérieure, par la vessie. La vessie chez la femme, triangulaire à la coupe, avec son col, avec son urètre, ici, la vessie qui va à la partie basse s'aboucher dans le périnée antérieur, dont les éléments vulvaires ne nous intéressent pas ici. La vessie qui est fermée à la partie basse par le sphincter strié de l'urètre, emballé qu'il est dans l'aponévrose périnéale moyenne qui ferme le plancher périnéal. La vessie donc va recevoir à sa face postérieure l'urtère qui a surcroisé les vaisseaux iliaques externes, qui arrive de la partie dorsale de la fosse pelvienne, qui s'abouche à la face postérieure de la vessie, et la vessie va être en rapport au-dessus avec l'utérus, dont voici la tranche de section du corps de l'utérus, posé qu'il est sur la vessie. Sur le côté de l'urétère, voici le passage des vaisseaux ombilico-vésicaux. Voici rappelé le passage plus postérieur de la crosse de l'artère utérine, et l'ovaire qui nous intéresse est donc ici, dans la fossette de Krause, dans la fossette latéro-urétérique. Le péritoine pariétal va donc maintenant plonger pour rejoindre bien sûr le plancher pelvipérinéal qui est constitué ici par le muscle releveur de l'anus, son arcade et son aponévrose dans ce plan, et le péritoine va glisser ici pour venir englober l'utérus en le laissant en situation extra-péritonéale, puis va venir à l'aplomb
de la ligne de phare près du île de l'ovaire et va ensuite se prolonger par le péritoine pariétal postérieur. L'urtère a soulevé, bien sûr, dans son passage, tout ce trajet péritonéal. Voilà la fossette ovarique, intrapéritonéale. Vers l'arrière, là-bas, nous pourrions esquisser, pour mémoire, l'ampoule rectale, qui va être entourée par le péritoine viscéral, et voilà la fossette endo-urétérale, la fossette de Claudius, dans laquelle l'ovaire, chez la multipare, va pouvoir basculer. Ici va se feutrer la lame hypogastrique, soulevée par les éléments vasculaires, les éléments nerveux, constituant ici le fascia pelvis, et voilà l'espace pelvis sous-péritonéal du paramètre de Winslow. Voilà l'espace qui glisse vers les parois, alors que voici l'espace périvésical. Ainsi se présente l'ovaire, dont les moyens techniques d'imagerie actuels permettent une approche quotidienne, mais il est toujours bon de savoir ce que l'on doit trouver et chirurgicalement ce que l'on va découvrir.